Bonjour Monsieur Dame, ici Eric Leray de l'émission Occident. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de parler d'un sujet qui va sûrement vous intéresser, c'est l'environnement et en particulier l'écologie, mais avec un angle tout à fait particulier puisqu'on va voir que l'écologie peut être associée à l'entrepreneurship. Et c'est tout le sujet du livre sur lequel nous allons parler avec deux éminents spécialistes. Alors, le livre s'appelle « Écologie, la nature a besoin d'entrepreneurs » avec Jean-Pierre Chamou, que je vais présenter rapidement, et un Québécois assez connu aussi dans le milieu économique, Pierre Desrochers, qui est à l'Université de Toronto. Bonjour Jean-Pierre, bonjour Pierre. Bonjour. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, je rappelle que cet ouvrage compte une vingtaine de contributions et que c'est coordonné par trois personnes qui sont en particulier Max Falk, et vous allez voir pourquoi, parce qu'il est le délégué général du Centre international de recherche sur les problèmes environnementaux depuis 1992, et Erwan Keinec, bien sûr, mais qui n'est pas là, mais ces trois personnes, donc avec Jean-Pierre Chamou, ont coordonné cet ouvrage. Et Pierre, par son expertise, a participé à cet ouvrage en écrivant un article, mais aussi, vous allez voir qu'il a des positions et des recherches depuis plusieurs années. Alors, donc, Jean-Pierre Chamou est professeur émérite à l'Université de Paris-Descartes. Il a commis plusieurs ouvrages, bien sûr. Les derniers sont très intéressants. Je vais parler avec Michel Blanc dans quelques minutes après cette émission. Donc c'est l'ère du numérique 1, l'ère du numérique 2 et l'ère du numérique 3, donc, qui concerne donc les mœurs et les usages, sur lesquels on reviendra sûrement dans une autre émission. Alors Pierre Desrochers est connu à Montréal puisqu'il a été directeur de la recherche de l'Institut économique de Montréal, bien connu, où sont passés Adrien Pouliot, l'ancien chef du Parti conservateur, Martin Masse, qui est le bras droit de Maxime Bernier, Nathalie Gréby-Lévy, qu'on lit régulièrement dans les chroniques dans le Journal de Montréal, mais qui est aussi économiste à HEC, et Germain Belzile, malheureusement, qui nous a quittés. Alors, Pierre Desrochers s'intéresse beaucoup au développement économique, à l'innovation technologique, à l'interface entreprise-environnement et aux politiques énergétiques et aux politiques alimentaires. Alors, il a commis lui aussi plusieurs ouvrages, mais les plus récents. Vous avez le dilemme du locavore, éloge du régime alimentaire, sur lequel éventuellement on pourra revenir ultérieurement, et ce qui est intéressant sur l'exploration du lien entre la surpopulation et les changements climatiques. Vous savez, on parle toujours, les écologistes souvent disent qu'il y a trop de monde et qu'on va avoir un problème. Voilà. Alors, pour introduire donc le thème, Jean-Pierre Chamou, donc, je vous remercie d'être disponible parce que je vous rappelle que Jean-Pierre est en France alors que Pierre est à Toronto, mais c'est le miracle de la technologie. Alors d'abord, Jean-Pierre, donc c'est d'abord le compte-rendu de la 10e manifestation du Centre international de recherche sur les problèmes environnementaux. Est-ce que vous pourriez nous dire deux mots sur cet organisme? Alors, l'ICREI, qui est un acronyme partiellement britannique, l'ICREI a été fondé en 1992 à Aix-en-Provence, à l'initiative d'un ancien ministre, un des rares ministres du gouvernement français qui était vraiment libéral, qui était Alain Madelin. Et il avait d'abord débuté sous la férule directe d'Henri Lepage, qui est bien connu, je pense, de tous les gens qui se sont penchés sur l'économie libérale exprimée en français au cours des 30 dernières années ou 40 dernières années. Et puis très rapidement, Max Falk, qui est un ingénieur agronome et aussi un spécialiste des politiques publiques, a pris la délégation générale de l'Institut, toujours autour des facultés d'Aix-en-Provence, et a organisé à peu près tous les 3 ans une grande conférence internationale où on avait en moyenne 150 à 180 personnes venant des 4 coins de la planète à peu près, pour débattre de différents sujets liés à la vision libérale de la protection de la nature, de l'accès aux ressources naturelles et de ce qu'on appelle globalement aujourd'hui l'écologie. L'écologie raisonnée, regardée à partir du comportement des hommes et pas à partir des règles imposées par les nations et surtout par les administrations des nations.
Et c'est comme ça que nous nous sommes connus. Moi, je suis arrivé là-dedans comme un touriste au départ, puis je suis devenu un des administrateurs de cette association qui est une sorte de petit bureau privé de recherche, mais situé dans une faculté où la tradition d'économie libérale est très vive encore aujourd'hui. Donc voilà en fait, d'où vient l'ICREI et pourquoi oui. elle s'intéresse à une écologie qui est une écologie vivante, mais pas punitive. Ouais, donc en fait, vous essayez enfin l'organisme et puis vous-même, essayez de mettre le libre entreprise au service de l'environnement et du développement durable. C'est ça l'originalité. Oui, c'est la libre entreprise, le développement durable, mais de toute façon, l'entreprise peut parfaitement être non commerciale, ce qui est le cas, par exemple, de certaines organisations pour la libre pâture ou pour l'accès à l'eau d'irrigation. On y reviendra tout à l'heure. Vous parlez dans l'introduction du concept d'enviropreneur. Alors ça s'associe avec environnement et entrepreneur, écopreneur, entrepreneur environnemental, entrepreneur vert, entrepreneur écologique, entrepreneur en développement durable. Est-ce que c'était une sorte de façon de trouver des mots-clés qui puissent identifier une forme d'intervention spécifique au courant classique libéral ? Oui, le mot d'entrepreneur, évidemment, est un mot qui est d'abord, il est très, très largement utilisé et apprécié en Amérique du Nord. Il est d'origine française et il a donc une vocation un peu encyclopédique et puis facilement internationale. Et en plus, quand on parle d'entrepreneur, on parle forcément d'initiative personnelle et de risque personnel. Et c'est un des éléments de la philosophie libérale auquel nous sommes très attachés. Alors Pierre, je voudrais vous passer la parole pour justement savoir si au Québec, au Canada ou en Amérique du Nord, on a aussi cette recherche d'un vocabulaire particulier ou des mots-clés de ce genre. Oui, ben enfin, j'ai fait ma part à l'époque, il y a une vingtaine d'années, à l'Institut économique de Montréal pour publiciser justement les travaux de Max Fall, qui, bon, des gens de l'écrit et d'autres qui eux-mêmes avaient traduit certaines choses qui venaient, bon, du monde américain, ce qu'on appelait à l'époque, bon, le Political Economy Research Center, qui est devenu le Property and Environment Research Center, donc toute la mouvance de l'environnementalisme de marché. Au Canada, il y avait l'Institut Fraser, qui avait des gens comme Walter Block, qui dès le début avait fait la promotion de ces idées-là et y avait contribué. Donc, on a essayé d'une certaine façon de faire passer ces idées-là au Québec. Est-ce qu'on a réussi? Bon, moi, j'ai encore des gens qui me citent. Il y a certains chroniqueurs à Montréal, Léopold Lauzon, qui ne dira pas grand-chose aux gens de l'Hexagone, mais à chaque année, à peu près autour du jour de la Terre, il ressort certains de mes vieux textes, bon, disant, regardez à quel point il y a des gens qui croient à des idées farfelues, bon, le professeur Desrochers, blablabla. Bon, il m'attaque à tous les 2 ou 3 ans là-dessus. Donc, ces idées-là sont toujours dans le paysage, si vous voulez. On a fait un effort pour essayer de, bon, les faire passer, que ce soit au niveau de la privatisation des forêts québécoises ou bon, de l'exploitation des ressources naturelles. Mais il faut comprendre que, bon, on est quand même dans le monde francophone, les gens sont plus ou moins ouverts à ces idées-là, mais écoutez, on les a fait connaître du mieux qu'on a pu, on continue. Au Canada anglais, encore une fois, il y a l'Institut Fraser, il y a le Frontier Center à Winnipeg, et bon, il y a eu d'autres personnes qui ont essayé de faire la promotion de ces idées-là, mais il faut comprendre qu'au Canada, bon, la forêt est publique depuis le début, l'idée des terres de la couronne est, ma foi, très difficile à faire bouger. Il y a évidemment plusieurs groupes environnementalistes qui ont profité de la gestion publique pour bloquer certains projets. Les entreprises, dans le passé, étaient près des gouvernements, ne voulaient pas vraiment secouer le bateau trop. Donc, mais enfin, les idées sont là, on a fait la promotion, mais évidemment, c'est difficile. Désolé si alors, je vous remercie de l'intervention parce que ça donne une perspective nord-américaine. Et est-ce que, bon, dans le livre, dans l'introduction, on parle du parrainage, Jean-Pierre en a parlé, c'est Alain Madelin, Brice Lalonde, Hervé Nobili, peut-être que ça ne dit rien aux téléspectateurs au Canada, mais enfin, ce sont des personnalités politiques ou de courants écologiques ou verts en France. Est-ce que au Canada, il y avait, Pierre, des courants écologistes ou des partis politiques plutôt proches de l'environnement, des questions environnementales, qui aussi ont eu des branches, disons, où ils intégraient le privé dans l'intervention et pas seulement le public, enfin, comme intervention. On va voir que c'est très important, ça, dans le livre.
Oui, il y a eu, bon, à l'époque, il y a certains partis politiques qui m'avaient invité pour parler de ces choses-là. J'avais une réputation au Québec, bon, si on voulait justement parler de la privatisation des forêts, ce genre de trucs-là. Il y avait également l'Union des producteurs agricoles, qui est un organisme important au Québec, qui est dans le fond le syndicat des producteurs agricoles, qui eux-mêmes avaient été ouverts à certaines de ces idées-là. Donc, on m'avait invité à l'époque à faire certaines conférences là-dessus. Mais vous comprendrez qu'encore une fois, enfin, disons que les idées sont là, on nous invite, on parle, mais même s'il y a eu certaines initiatives, bon, il y a un politicien québécois qui est dans les nouvelles aujourd'hui, Jean Charest, qui avait parlé de la réingénierie de l'État à l'époque. On avait peut-être certains espoirs qui n'ont pas été comblés, Revenir mais au je Parti crois qu'à la conservateur. longue. Pardon? Il va peut-être Oui, revenir au oui, Parti conservateur. conservateur de nom. Oui, oui, effectivement. Donc, il y a eu les conservateurs, il y a eu des conservateurs, il y a eu le Parti libéral du Québec. Il y a certains individus à l'intérieur d'autres partis politiques qui ont pu avoir un intérêt pour ces idées-là. Mais écoutez, je crois qu'à la longue, vous faites passer le message. Il y a quand même eu une certaine réticence ou une certaine tension à une certaine époque entre bon, certains milieux municipaux québécois et le gouvernement provincial. Et on se disait, bon, on aimerait bien pouvoir essayer des choses, mais bon, c'est les terres de la couronne, il n'y a pas de flexibilité. Et je crois qu'à la longue, bon, certaines de ces idées-là vont peut-être continuer à percer vont continuer à percer dans certains milieux. Mais bon, encore une fois, le problème qu'on a au Québec, c'est qu'évidemment, le sous-sol appartient à l'État, les terres appartiennent à la couronne. Donc, c'est plus difficile de développer des incitatifs dans ce contexte-là pour faire la promotion de ces idées-là. Alors que paradoxalement, en France, ben, il y a quand même beaucoup de terrains privés. Et je crois qu'il y a peut-être un peu plus de latitude à travers le pays, tandis qu'au Québec, bon, en dehors de la vallée du Saint-Laurent et de certaines autres régions de peuplement, c'est le gouvernement provincial qui a souvent le gros bout du bâton. Et c'est pas toujours facile de Alors, changer les façons de faire. Alors, cher Jean-Pierre, je vais vous redonner la parole. On Oui, apprend dans le livre, donc pour conclure cette introduction, c'est qu'Emmanuel Macron, qui était alors ministre de l'économie en 2016, est aussi une forme de parrain, puisque bon, mais je ne sais pas si c'était lié directement ou indirectement. Bon. Et puis, il y a aussi Pierre Garello, le fils de Jacques Garello, qui est bien connu dans le milieu classique libéral, partenaire avec l'Institut of Economic Study Europe, présidé par donc Pierre Garello. Alors, je rappelle que Éric Duhem, quand même, a fait un projet de mémoire de maîtrise à l'ENAP sur la privatisation d'Hydro-Québec. Donc, maintenant qu'il est à la tête du chef du Parti conservateur, peut-être que lui, il va développer cet aspect-là. On le voit bien dans la santé, puisque l'Institut économique a beaucoup travaillé sur l'intervention privée dans le domaine de la santé. Et quand on a reçu André Valquette, il semblait être important. Alors, Jean-Pierre, donc, est-ce que on commence. Bon, l'ouvrage comprend 5 parties, et on va commencer par illustrer certains thèmes de chaque partie. Donc, le premier, c'est témoignages et études de cas avec Joe Biden, non pas confondre avec M. Biden, oui. sur l'entrepreneuriat environnemental et gestion des biens communs avec les Ostrones. Alors, pourriez-vous nous revenir là-dessus? Alors, parce que en prenant le résumé, donc ce chapitre discute donc de l'acceptation progressive d'un principe d'appropriation privée de notre secteur dit romantique. Et donc là, c'est intéressant, c'est justement le propos de Pierre il y a 2 minutes, en disant que par exemple les parcs, les faunes, les flores peuvent être gérés éventuellement de plus en plus par une dimension privée et non plus par le public, en fonction d'un contexte historique bien sûr, parce que le Canada n'a pas forcément la même histoire que la France. Alors, en quoi c'est important cette introduction du privé dans la gestion de ces parcs ou de la faune et de la flore? Oui, ce qui est intéressant, c'est tout ce qui permet de passer à l'action avec un autre moyen que celui de la contrainte publique et finalement d'une législation punitive pour faire disparaître ce que la puissance publique considère comme des comportements ou anormaux ou prédateurs, même si c'est purement une décision de puissance publique qui permet de le dire. Alors, ce qui est intéressant dans l'histoire personnelle de cet Américain qui s'appelle Joe Biden, Biden a commencé sa vie professionnelle et sa vie universitaire
dans l'ombre d'Elinor Ostrom et de son mari Vincent, qui étaient deux économistes tout à fait relayant la tradition de l'école des choix publics américains. C'est à partir de ces fondements et de la personnalité assez rayonnante de ce couple qui a été jusqu'au prix Nobel qui a été attribué à Elinor, la femme, mais auquel Vincent a évidemment énormément donné la main pendant toute sa vie. C'est ce couple qui était, semble-t-il, très rayonnant. Moi, je ne les ai pas connus, mais Baden en parle et Max Falk lui-même en parle avec beaucoup de chaleur. Ils ont apporté la preuve à partir de travaux de terrain extrêmement solidement fondés dans la réalité concrète, que d'autres solutions que des solutions de politique publique permettaient finalement d'obtenir au moins les mêmes résultats, par exemple pour l'accès à l'eau, pour les systèmes hydrologiques, les mêmes résultats que ceux d'une politique publique qui souvent laisse en plus un certain nombre de traces sanguinolentes sur le terrain et dans les esprits. Donc, c'est de là qu'est partie l'expérience de Baden, et son introduction, outre le fait qu'il a été un des parrains de ce colloque et de cette série de contributions, son expérience personnelle sur une quarantaine d'années est très vivante, et elle prouve que sur le terrain, on découvre évidemment, puisqu'il est américain, dans des terrains très divers de l'Amérique du Nord, on trouve des gens qui ont pris des initiatives, ont supporté ces initiatives et ont, par ce travail-là, réussi à faire de l'écologie de terrain vraie et en réalité en dehors de tout schéma de politique publique. C'est une démonstration extrêmement réconfortante pour les gens qui, comme nous, pensent qu'il faut quand même laisser l'initiative prendre la main aussi dans le domaine environnemental. Alors, je rappelle aux téléspectateurs que nous sommes avec Jean-Pierre Chamou et Pierre Desrochers pour parler du livre « Écologie, la nature a besoin d'entrepreneurs ». Alors, vous poursuivez dans cette même partie, pour finir, Paul Schweinsteiger, entrepreneuriat environnemental et processus de découverte. Effectivement, naturellement, disons, on a tendance à opposer innovation environnementale et innovation entrepreneuriale. On dirait que c'est comme deux domaines qui ne sont absolument pas associés. Bon, il faut dire que la nature n'est plus tellement naturelle depuis pas mal de siècles, donc, mais ça veut dire que l'homme, depuis longtemps, intervient dans la nature, alors savoir si l'idée intervient d'une façon positive ou négative. Alors, mais là, dans cette partie, dans cet article, on s'aperçoit que le management public échoue fréquemment dans la gestion publique des biens environnementaux. Oui. La propriété, celle de la terre, est nécessaire à l'activisme entrepreneurial et à l'innovation. Alors, Pierre, justement, tu disais tout à l'heure qu'en France, il y avait plus de zones avec les propriétés privées, alors que, par exemple, au Québec, au Canada, ça appartient plutôt à la couronne. Enfin bref, l'historique n'est pas le même. Pouvez-vous revenir sur un peu légèrement, pour compléter votre première intervention, sur Baden et le prix Nobel économie de 2009, sur cet aspect-là, parce qu'on s'aperçoit de plus en plus, là aussi, il donne des exemples très intéressants, par exemple la pâture publique dans l'Ouest américain, la politique agricole de l'Union européenne, développement du marché de l'eau dans les zones semi-arides, et qui permettent de comparer gestion publique et gestion privée des biens environnementaux. Allô, Pierre? Oui. Ah, pardon, je croyais que la question était pour M. Chamou. Donc, non, ce qui est intéressant pour M. Baden, et en fait, il était économiste anthropologue ou anthropologue économiste, là, j'oublie la version française. Je spécifie la chose parce que je suis géographe économiste de formation. Donc, il y a certaines personnes qui s'intéressent à l'économie dans des disciplines connexes. Et comme vous le mentionnez, la qualité ou enfin l'apport original de M. Baden, c'est que justement, bon, il apportait une perspective économique, mais à la fois une perspective anthropologique. Donc, comme le mentionnait M. Chamou, davantage basé sur des études de cas, sur des trucs réels,
alors que l'économie environnementale plus conventionnelle, plus néoclassique, s'intéressait davantage aux questions des incitatifs, des taxes vertes et tout. Et ce qui a été intéressant avec M. Baden, c'est qu'éventuellement, il s'est retrouvé au Montana, commencé à collaborer avec certains économistes là-bas, dont notamment Rick Stroop, qui est décédé récemment, qui a été un des fondateurs, comme je le mentionnais plus tôt, du Political Economy Research Center et de la tradition de l'environnementalisme de marché aux États-Unis. Donc, M. Baden a été évidemment sous l'influence des Ostrom, parce que lui aussi est un produit de l'Université de l'Indiana, où le couple était basé. Mais il a comme transposé cette approche-là aux questions plus spécifiques d'environnement, quoique, en fait, Mme Ostrom a fait une bonne partie de sa carrière en réaction à un texte de Garrett Hardin qui était bien connu. En français, la traduction, c'est La tragédie des communaux. Donc, qu'est-ce qui arrive lorsqu'une propriété, dans le fond, n'appartient à personne? Si vous avez, par exemple, un pâturage qui n'appartient à personne, vous avez une surexploitation, vous avez une tendance, en théorie, selon M. Hardin, à la surexploitation des ressources si vous n'avez que des acteurs privés. Alors, la principale contribution de Mme Ostrom à ce niveau-là, et par la suite des environnementalistes à marché, ça a été justement de montrer qu'il y a eu à travers l'histoire, des arrangements au niveau local, des communautés locales qui, justement, si vous voulez, établissait des processus de gestion qui prévenaient justement la surexploitation des ressources et que contrairement, disons, à des fonctionnaires de l'État qui sont très loin des milieux locaux, ces communautés-là, souvent, avaient évidemment plus d'incitatifs à essayer de maintenir la viabilité de la ressource parce que, si la ressource était épuisée à court terme, évidemment, c'était la communauté entière qui en souffrait. Donc, l'intervention de l'État a souvent été justifiée dans le passé au nom des carences d'un mécanisme de marché, alors que si vous remontez dans l'histoire, si vous faisiez des études de cas aux États-Unis, mais également en Suisse, aux Philippines et ailleurs, vous vous rendez compte que dans la mesure où les gens avaient la possibilité de s'organiser au niveau de leur communauté locale, l'environnement ne se portait pas si mal à long terme. Évidemment, aucun système n'est parfait. Certains critiques ont dit que c'était souvent des cas dans des milieux éloignés où il n'y avait pas vraiment de croissance économique. Mais dans les faits, la gestion locale, la gestion des gens sur le terrain qui vivent près des ressources, s'est avérée souvent bien plus soutenable, bien plus durable que la gestion par des fonctionnaires qui étaient localisés dans des capitales provinciales, fédérales, etc. Donc, une des principales contributions de M. Baden, des Ostrom et de Stroop et encore une fois, toute la mouvance de l'environnementaliste de marché aux États-Unis a été de démontrer que dans la mesure où la ressource appartient en privé à quelqu'un, ou sinon, si la communauté a un contrôle raisonnable sur les ressources locales, ces gens-là vont bien mieux la gérer que des fonctionnaires qui peuvent être soumis à l'influence de puissants lobbies qui sont basés ailleurs ou d'impératifs politiques qui souvent entrent en contradiction avec la gestion durable de ces ressources-là. Alors Jean-Pierre, est-ce que tu aurais un commentaire, enfin vous auriez un commentaire complémentaire? La contribution de Paul Schwensen est de ce point de vue-là une illustration parfaite de ce que Pierre vient de dire. Il met le doigt avec 3 ou 4 exemples pour partie américains et pour partie européens. Il y a notamment deux contre-exemples, un en Suisse et l'autre en Hollande, qui montrent le caractère non seulement artificiel, mais profondément paradoxal de l'intervention publique quand on a pris la décision, par exemple, de transformer un pâturage en forêt. Si cette forêt est embarquée par un grand orage, comme il en arrive souvent dans les terres basses des Pays-Bas, eh bien, on ne veut pas transformer les arbres, abattre les arbres, en planter d'autres, mais comme on a prévu de les planter pendant 30 ans, on préfère les laisser pendant 27 ans après la plantation en friche complète, plutôt que de refaire quelque chose même aux frais du fermier. Il y a donc là une sorte d'entêtement bureaucratique sur lequel Schwensen met le doigt avec beaucoup de justesse et pas mal d'humour. Alors l'autre chose qui est intéressante chez lui, c'est qu'il a eu face aux grandes administrations environnementales américaines, et notamment celles qui gèrent les parcs nationaux, il a trouvé des circonstances absolument abracadabrantes dans lesquelles
de la même façon, par exemple, en proposant d'aller essayer de faire de l'élevage en pâturage en assez haute altitude dans les chaînes du Montana, on lui a dit, ah oui, mais on peut le faire, mais jusqu'à 6500 pieds d'altitude, après on ne peut pas. Alors, il se trouvait que les grands pâturages verts, historiquement connus, semble-t-il, dans la région, se trouvent à 6900 pieds, et par conséquent, l'administration lui a dit que ce n'était pas possible parce que c'était trop haut et qu'on ne pouvait pas changer la loi. Alors, quand on voit ce genre de choses, on a vraiment par le paradoxe même vu d'une façon purement ironique, on voit que ce paradoxe est celui de la rigidité d'une administration qui prétend surtout ne pas déroger à ces règles qui sont plus importantes que la réalité vécue dans le terrain. Alors, un grand fermier, un grand éleveur de bœufs de montagne, comme les Schwensen, met le doigt là-dessus en se demandant où est la folie. Est-ce qu'elle est dans l'administration ou est-ce qu'elle est chez les fermiers qui veulent monter à 6900 pieds d'altitude pour faire de l'élevage? Très bon exemple. Alors, on passe à la partie 2, donc question de droit. Malheureusement, je n'ai pas pu avoir Robinson Chapmeni, qui était un docteur de la propriété de l'université de Nantes, en Bretagne, d'où je viens. Mais il parlait de l'Afrique et je trouvais intéressant de parler, parce que ça devient de l'actualité avec les enjeux autour de la Chine et puis des États-Unis. On voit que l'Afrique est en mutation à cause de ses ressources naturelles. C'est pas nouveau. Il y a eu la colonisation, la décolonisation et actuellement il y a une autre forme de colonisation qui est faite au niveau économique. Vous dites que ça passe, enfin Robinson parle de développement de l'entrepreneuriat est au cœur de cette mutation et avec la généralisation de la propriété foncière. Est-ce que ça veut dire que l'Afrique était plutôt propriété d'État et non pas d'entrepreneurs et que c'est ça qui est en train de changer? Alors, cette contribution est très intéressante parce qu'elle met le doigt sur quelque chose qui est absolument fondamental sur le terrain, parce que je connais ce terrain-là, je connais bien les zones d'Afrique dans lesquelles il y a de la forêt profonde, il y a des pygmées, il y a des cultures vivrières tout à fait traditionnelles, et où Jacques Maigry a repéré des choses absolument invraisemblables. Alors, l'une des choses les plus extraordinaires, c'est que, en parlant cru, d'une certaine façon, en parlant des faits bruts, il y a des ethnies très différentes les unes des autres qui vivent dans un pays comme le Cameroun, que j'ai connu très bien, ou comme le bassin du Congo en général. Et que se passe-t-il? Il se passe que les Pygmées, qui sont des peuples de la forêt, qui n'ont jamais eu, enfin qui sont des peuples vivants de cueillette au sens le plus traditionnellement historique, ces peuples n'ont aucun droit de propriété ou très peu de droits de propriété, et par conséquent, ils ne peuvent pas gérer le terrain, gérer la culture, ou gérer l'élevage, ou gérer la sylviculture, avec la certitude que le produit de leur travail, de leur investissement, leur reviendra, ce qui est lié à un droit de propriété. Et donc, Chapmeni se bat d'une certaine façon pour faire reconnaître à ces peuples autochtones, qui ne sont pas très nombreux, mais qui sont profondément liés au terrain, et qui sont d'ailleurs, je dois le dire par expérience personnelle, des populations extrêmement sympathiques, très, très vives, mais parfaitement exploitées par les grands bantous qui les prennent, qui font d'eux quasiment leurs esclaves sur le terrain, dans les endroits autour des villages bantous qui sont en forêt profonde. Et donc, il met le doigt là-dessus et il signale que l'un des moyens de sortir de cette exploitation de l'homme par l'homme et d'une cueillette totalement désordonnée des terrains de la forêt profonde, c'est de donner aux gens qui y sont nés et dont l'ethnie est adaptée à ce terrain, de leur reconnaître des droits de propriété pour qu'ils puissent, eux, exploiter dans les conditions qui correspondent à leur tradition et qui correspondent aussi à ce qu'est une tradition qui conserve la forêt, au lieu de la forêt et les à côté de la forêt, les bêtes sauvages en particulier, alors que quand on importe des méthodes occidentales ou des méthodes occidentales revues
par des dirigeants africains corrompus ou par des Chinois qui n'y connaissent rien, mais qui viennent là uniquement pour couper le bois et l'envoyer dans des scieries qui ne sont même pas en Afrique, mais qui sont quelque part du côté de Shanghai ou de Shenzhen. Et donc, il dit, si on reconnaît les droits de propriété, si on reconnaît l'attribution de droits de propriété à ces populations autochtones, on a peut-être une chance, non seulement de leur permettre de se développer par eux-mêmes et par leur initiative, mais aussi de protéger la forêt beaucoup mieux que ne peut le faire une exploitation de grandes sociétés internationales ou d'États comme la Chine, qui viennent là uniquement pour se servir et jamais pour servir aux autres. Très bien. Alors, messieurs, dames, nous sommes avec Jean-Pierre Chamou et Pierre Desrochers pour parler du livre « Écologie, la nature a besoin d'entrepreneurs ». Et nous passons donc à la troisième partie avec Pierre Desrochers, donc, qui est parmi les intervenants ou les contributeurs pour cette partie, mais avec vos différentes publications, vous êtes un expert. Alors, je ne sais pas si j'ai bien résumé, mais donc l'article s'appelle « Un gentil of market failure ». Eric, je trouve que le travail que Pierre a fait avec Erwan Keinec, d'ailleurs, ils ont co-signé cette contribution, il est extrêmement intéressant, très symptomatique de ce que l'on peut faire en renversant la vapeur, parce qu'il porte sur essentiellement l'exploitation des rebuts et des déchets, dont j'ai dit à plusieurs reprises dans mes petits papiers qui sont dans ce livre, que c'est la grande règle de l'ingénieur qui est appliquée par la raison des hommes économiques, c'est que le propre de l'industrie, c'est de toujours faire plus avec moins. Moins d'énergie, moins de travail, moins de matières premières, et c'est de ce processus que Pierre Desrochers et Erwan Keinec tirent la leçon dans leur chapitre, qui est d'une grande richesse. Alors Pierre, justement, j'aimerais lui donner la parole sur ce plan, puisque vous dites à mi-mot que dans un contexte institutionnel favorable et à la définition et respect des droits de propriété, la quête du profit est moins génératrice d'externalités négatives que de pratiques écologiquement responsables. Alors, vous mettez le doigt sur un problème aussi essentiel, la gestion de nos déchets. Voilà. Ben, en fait, il faut faire la distinction entre les déchets domestiques et les déchets industriels. Et là-dessus, je crois que c'est ce qui prête souvent à confusion chez les intervenants. Lorsque vous êtes une industrie, que ce soit il y a 200 ans, 50 ans ou aujourd'hui, et que vous avez un résidu, quel qu'il soit, règle générale, le résidu est produit en grande quantité et est de qualité uniforme. Alors que, contrairement aux déchets domestiques, vous avez toutes sortes de choses qui n'ont pas grande valeur et tout est mêlé. Et faire quelque chose à partir de ça, c'est toujours plus compliqué. Donc, ce que j'essaie de démontrer, c'est que depuis 2 siècles, mais enfin, on peut remonter, j'ai des exemples aussi dans l'Antiquité que je n'utilise pas dans ce texte, les entrepreneurs, les gestionnaires, les industriels ont toujours eu intérêt à essayer de générer le plus de valeur à partir des intrants qu'ils ont achetés. Ça semble aller de soi. Vous vous dites, si j'achète une grande quantité de bois et que je me retrouve, je ne sais pas moi, avec des copeaux d'écorce qui ne peuvent être utilisés pour, que ce soit faire des poutres ou d'autres choses, quel est mon incitatif à partir de ce moment-là? Dans le passé, lorsque vous ne saviez pas quoi faire avec ce genre de choses-là, vous auriez pu les brûler à perte et c'est ce qu'on faisait souvent dans les forêts québécoises. Donc, on faisait des grands feux pour se débarrasser de la portion du produit forestier qui n'avait pas de valeur ajoutée. Mais évidemment, au bout du compte, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire toutes sortes de choses avec ça. Donc, on pouvait générer de la vapeur, on pouvait générer de la chaleur, on pouvait générer de l'électricité, on pouvait produire des copeaux de bois pour les jardins, ce genre de choses-là. Donc, ça a toujours été la logique des industriels. Il n'y a jamais... Le problème des écolos ou de plusieurs historiens de la santé publique qui s'intéressent à ces questions-là, c'est qu'ils ont tendance à considérer l'économie comme une série de photographies. Alors que moi, ce que j'essaie d'expliquer dans le texte avec Erwan, c'est que non, il faut considérer le développement économique comme un film. Et ce que j'essaie de dire par là, c'est que, évidemment, il y a toujours des problèmes qui apparaissent au fur et à mesure qu'on crée de nouvelles industries. Mais peu importe le domaine, dans une économie de libre marché où vous êtes libre de créer de la richesse, les ingénieurs, les gens créatifs au niveau technique réussissent toujours à trouver des solutions pour, si vous voulez, boucler la boucle de ces
enfin, l'expression qu'on utilise aujourd'hui, c'est l'économie circulaire et on en parle plus loin dans le livre, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours eu un incitatif marqué chez les industriels, chez les gens qui ont acheté des ressources, assez évidemment de créer le plus de valeur de ce qu'ils ont acheté. Donc, vous avez votre produit principal, mais vous vous rendez compte qu'à plus ou moins long terme, on essaie de trouver de nouveaux débouchés pour les résidus et on en fait des sous-produits qui souvent ont fait la différence entre une entreprise profitable ou une entreprise déficitaire. Donc, ce que je souligne, c'est que tout le monde semblait comprendre ça au 19e siècle. Et pas seulement les économistes libéraux. Bon, vous avez des gens que je cite là-dedans qui vont peut-être être connus de certaines personnes. Bon, Alfred Marshall, dans la mesure où on peut le considérer un libéral, et plusieurs autres, mais également Karl Marx. Karl Marx reconnaît lui-même que la deuxième source d'économie dans les économies capitalistes, bon, après les économies d'échelle, après avoir, lorsqu'on produit avec de plus grands volumes, on réduit les coûts, mais la seconde source d'économie dans les économies de marché, c'est de justement transformer les sous-produits ou les résidus industriels, si vous voulez, en sous-produits qu'on peut vendre ou utiliser de façon profitable dans d'autres domaines. Et Marx n'est pas original. Je veux dire, ce qu'il dit là est tout à fait accepté par les économistes libéraux à l'époque. Et bon, j'ai un autre papier où je crois que je peux établir un lien entre les économistes libéraux qui ont inspiré Marx là-dessus. Mais le point, c'est que justement, mais ce que j'essaie de souligner, c'est que justement, les marxistes, les économistes libéraux, les gens entre les deux, au 19e siècle, tout le monde reconnaît la vertu de l'entrepreneurship de marché. Peut-être parce que, bon, les gens vivent dans des sociétés industrielles, il y a beaucoup de progrès, ces trucs-là sont publicisés à l'époque. Pensez par exemple à l'exploitation des produits pétroliers. Bon, à l'origine, qu'est-ce qui intéresse les gens? Ben, c'est la fraction du pétrole qu'on appelle le kérosène, qui est un substitut pour l'huile de baleine dont on sert à l'époque dans les lampes, parce que bon, ça vous donne la meilleure lumière, moins de fumée, n'a pas d'odeur comme telle. Mais éventuellement, bon, à l'origine, par exemple, on ne sait pas quoi faire de la gasoline. Est-ce que c'est le terme qu'on utilise en France? Je suis désolé. L'essence, voilà, l'essence. On ne sait pas quoi faire de l'essence. Mais éventuellement, bon, de nouveaux moteurs sont développés et on utilise, bon, éventuellement l'essence, le mazout, les fractions plus légères, les fractions plus lourdes. Et évidemment, bon, aujourd'hui, on ne passe pas au pétrole comme étant, ou on ne passe pas au raffinage des produits pétroliers comme étant un produit où on perd des intrants qui pourraient avoir une certaine valeur. Non, parce que les problèmes ont été réglés il y a un siècle à peu près. Bon. Et, mais ça a été comme ça dans tous les domaines d'activité industrielle dans le passé. Et l'idée à laquelle on s'attaque, et on essaie toujours de comprendre d'où cette idée-là est venue, c'est que plusieurs économistes aujourd'hui ont tendance à croire, et évidemment les environnementalistes aussi, que la logique du profit incite les entreprises à gaspiller des ressources. Donc, lorsque vous produisez quelque chose, ce que vous essayez de faire, c'est de vous débarrasser de vos rebuts dans l'environnement sans que personne ne vous tape sur les doigts. Donc, plus vous réussissez à externaliser votre pollution, plus vous êtes profitable. Et ce qu'on essaie de démontrer dans le texte, et dans ça et dans plusieurs autres textes aussi, c'est que non, au contraire, la logique du profit a toujours amené une utilisation maximale des ressources et que la meilleure façon, si vous voulez, de produire ou de développer des solutions gagnantes-gagnantes, donc qui ont des bénéfices environnementaux qu'économiques, c'est justement d'encourager la concurrence. Et plus on a de concurrence, plus les entreprises vont devoir innover et utiliser leurs ressources à meilleur escient. Très bien. Je rappelle que donc, vous avez coécrit cet article avec Erwan Keinec. Jean-Pierre, juste 2 minutes, je voulais préciser, Erwan Keinec est donc docteur en sciences de la gestion de l'Université de Toulouse et qui est maître de conférence à Paris 13. Oui, Jean-Pierre, vous vouliez faire un commentaire? Oui, je voulais dire que ce que vient de dire Pierre est très profond et très juste, parce que c'est effectivement sur la longue période, c'est parfaitement prouvé, mais c'est le corollaire d'une autre évolution qui est également liée à l'imagination et à l'investissement personnel des entrepreneurs, qui est le développement de la technique. Parce que, comme vous le disiez dans le domaine du pétrole, de la même façon qu'au début, on exploitait les puits de pétrole en attendant simplement que le gaz qui est au fond dans la roche-mère renvoie par sa surpression, renvoie l'huile à la surface, et puis maintenant on va la chercher, et c'est d'ailleurs le propre des gaz de schiste, c'est d'aller chercher dans les vieux puits ou dans les grands antiquités qui n'ont pas été exploités auparavant, un carburant potentiel qui est tout aussi bon que celui qu'on a utilisé, mais au lieu d'attendre qu'il arrive jusqu'à la surface, ce qui utilise 15% des ressources, on force cette huile à remonter
alors ou en la chauffant ou en injectant de l'eau, peu importe. On la force à remonter et on réussit à aller vers 60 ou 70% de l'exploitation de cette ressource, c'est-à-dire qu'on a besoin de moins de puits que l'on aurait eu besoin si on se contentait d'aller faire la cueillette dans la nature. Donc, on est exactement dans une situation analogue à celle que j'évoquais tout à l'heure à propos de l'exploitation d'une ressource primaire tout à fait basique qui est la forêt profonde. Quand on commence par exploiter la forêt profonde en cueillette, et puis ensuite on la renouvelle, et là on obtient, ce qui est le cas maintenant de la grande sylviculture, sur un même territoire, des rendements qui sont certainement de 15 à 20 fois supérieurs à celui d'une forêt naturelle, d'une forêt historique traditionnelle. Alors, je rappelle que nous sommes à parler du livre Écologie, la nature a besoin d'entrepreneurs, coordonné par Max Falk, Erwan Keinec et Jean-Pierre Chamou, avec nous aujourd'hui, et Pierre Desrochers, qui est économiste, qui a un doctorat en géographie de l'Université de Montréal, mais qui est un spécialiste de l'Université de Toronto, qui intervient avec nous aujourd'hui. Alors, pour finir les deux dernières parties, je voulais l'introduire par une expérience personnelle, puisque j'ai fait mon doctorat sur le Marinoni, le fondateur de la presse moderne, et au XIXe siècle, effectivement, Pierre le disait, il faut savoir que Marinoni, donc sur lequel j'ai travaillé en 1895, va organiser la première course de voitures, et à l'époque, il y avait déjà des moteurs à eau, des moteurs électriques et des moteurs à pétrole, ce qu'on appelait. Et il y avait même de l'énergie solaire, puisque j'ai trouvé donc le premier énergie solaire. Donc à l'époque, au XIXe siècle, beaucoup d'inventions et beaucoup de préoccupations étaient déjà présentes, je voulais quand même le souligner, en parallèle avec l'entrepreneuriat, puisqu'il faut savoir que le XIXe siècle, pratiquement toutes les technologies dans lesquelles nous vivons aujourd'hui ont été inventées à cette époque-là. Je parle autant du téléphone, du cinéma, de la photographie, de la voiture, du vélocipède. Première course Paris-Brest qui est devenue un gâteau par la suite, mais où c'est un vélo avec des pneus en caoutchouc qui a gagné pour la première fois, avec les frères Peugeot qui suivaient avec leur première voiture. Donc une période très entrepreneur, effectivement, où l'environnement faisait partie aussi de... Alors pour finir cet ouvrage, et bien sûr je vous incite à le vous procurer pour continuer cette réflexion avec nous, c'est la réflexion doctrinale, et on va finir par la notion d'écologie politique. Vous allez voir que ça a un impact important. Alors Jean-Pierre, il y a une comparaison entre la France et les États-Unis. Pierre en a déjà parlé avec le Canada. Michel Machenet fait un article là-dessus très intéressant où il compare la France et les États-Unis. Vous pourriez nous commenter un peu cette partie ? Oui, alors la thèse de Marchenet, c'est que la notion d'entrepreneur, le mot est français, mais en réalité, sa concrétisation et je pourrais presque dire sa déification, c'est faite en Amérique du Nord et plus particulièrement aux États-Unis. Et donc, il développe avec beaucoup de clarté la différence d'interprétation non seulement de ce mot, mais de ce qu'il cache ou de ce qu'il dévoile entre les États-Unis et la France. Alors, ce genre de papier, c'est un peu un exercice de style, puisque on pourrait faire la même chose sur l'exercice du jeu démocratique, sur le rôle des syndicats, etc., le caractère transculturel d'un certain nombre d'institutions ou d'usages est bien connu, et pas la peine de le faire découvrir à vos auditeurs. Mais Marchenet fait ça très bien, et c'est intéressant de voir que ces différences ont été repérées déjà dès le début du XIXe siècle, puisqu'on trouve des réflexions à ce sujet chez notre très ancienne littérature, qui montrait bien quand même que la découverte des États-Unis par les Français a conduit quelqu'un comme Tocqueville à dire des choses qui sont tout à fait vraies aujourd'hui et sur lesquelles Marchenet brode avec beaucoup de talent. Alors, je voulais donner la parole à Pierre justement pour le côté canadien du point de vue. Qu'est-ce que vous avez pensé justement de cette réflexion qui compare la France aux États-Unis, Pierre Desrochers? Écoutez, c'est peut-être pas commun de la part d'un Nord-Américain de
d'admirer certains côtés des institutions françaises. Et je comprends que, bon, la gestion est lourde et que, bon, l'administration française est, bon, quelque chose de bien, mais est quelque chose de, parfois, un peu terrifiant lorsqu'on la voit de l'extérieur. Mais ceci étant dit, les paysages français, l'évolution. Écoutez, je suis géographe de formation. Une des choses qui m'a intéressé avant que je décide de devenir géographe économique, c'est l'évolution des paysages, si vous voulez. Comment l'humanité a transformé la nature au fil du temps et tout. Et c'est sûr que dans un pays comme la France, la nature a été retravaillée, transformée pendant des milliers d'années, tandis que nous, en Amérique du Nord, ben écoutez, oui, c'est sûr qu'on a eu des coupes forestières et tout, mais il n'y a aucune nature dans le monde qui n'a pas été façonnée d'une façon ou d'une autre par les êtres humains, ne serait-ce que, bon, par exemple, les Amérindiens en Amérique du Nord souvent brûlaient les forêts pour en faire des territoires plus productifs pour, bon, les grands mammifères qu'on chasse ici, les orignaux, les wapitis et tout. Mais ce que je retiens de l'expérience française, et peut-être, bon, c'est peut-être moins vrai depuis quelques décennies, mais c'est de voir jusqu'à quel point, justement, le droit de propriété a toujours fourni des incitatifs à penser à long terme. Et une chose qui manque souvent dans la mentalité des environnementalistes, c'est de penser qu'un propriétaire, qu'un capitaliste dont le droit de propriété est bien établi, ne va pas seulement penser à lui, mais également, bon, à sa descendance, à sa famille, au fait que si son territoire est mal géré, ben, au moment de le revendre, la valeur en sera moindre et tout. Bon, ce sont des choses qui, encore une fois, étaient bien comprises dans le passé, mais bon, peut-être parce que la mouvance environnementale moderne s'est définie souvent en opposition au droit de propriété, on tente à oublier justement que les incitatifs des gens, des communautés qui vivent sur le terrain, sont bien mieux servis à long terme par des gens qui possèdent la ressource, qui vivent avec la ressource, qui ont intérêt à penser à l'avenir, à leurs enfants, ou même s'ils sont parfaitement égoïstes, vont avoir tendance à l'améliorer pour ne serait-ce que la vendre à d'autres personnes. Et cette perspective-là, justement, bon, on peut l'observer dans des études de cas entre la France, les États-Unis, d'autres régions du monde. Plutôt que de faire des comparaisons nationales, moi, ce qui m'intéresse plus particulièrement souvent, ce sont des études de cas plus détaillées où, justement, vous pouvez voir qu'un lopin de terre au Québec a été soustrait du gouvernement, a été, bon, acquis par des intérêts privés d'une façon ou d'une autre. Et vous voyez que, par exemple, une des meilleures rivières à saumon au Québec, historiquement, la rivière Matane, a été d'une certaine façon privatisée, d'une façon que les autres rivières ne l'ont pas été dans le passé. Et que vous aviez, justement, c'était un des meilleurs endroits pour pêcher le saumon au Québec. Donc, il y a eu des traditions également au Québec de privatiser certaines forêts plus près de la vallée du Saint-Laurent et ces forêts-là ont évidemment été bien mieux gérées que les territoires publics. Donc, ce que j'essaie de souligner dans le contexte canadien, c'est que oui, bon, la gestion à grande échelle a toujours été le fait du gouvernement, mais vous pouvez trouver des études de cas plus détaillées où la propriété privée ou l'implication des communautés locales a donné des résultats, comme on le mentionnait tantôt, qui ont été bien supérieurs à ceux que la gestion publique a pu servir. Et que, bon, un des avantages de cet ouvrage-là et également la tradition dans laquelle il s'inscrit, c'est justement d'identifier des cas de ce type-là qui prouvent qu'encore une fois, si vous voulez, l'intérêt égoïste des particuliers correspond bien mieux souvent à l'intérêt général que les puissances publiques qui prétendent agir au nom de cet intérêt général-là. Oui, Pierre Chamou, avec vous, on va conclure, et je donnerai la parole après à Pierre. Sur l'effet de l'écologie politique, je trouve que, bon, bien sûr, vous abordez d'autres sujets, mais comme le temps passe et donc nous devons conclure, l'effet de l'écologie politique sur notre civilisation, alors vous dites que l'écologie militante est née aux USA, a remporté des victoires quand même, par exemple par rapport au nucléaire, les grands barrages hydroélectriques, et pour soutenir politiquement ces énergies dites renouvelables qui n'existent que grâce aux subventions, on parle de l'éolien, etc. Alors, pourriez-vous nous revenir rapidement là-dessus pour conclure ? Oui, en quelques mots, mais je voudrais rajouter un petit codicile à ce que vient de dire Pierre, qui était très, très judicieux. Le façonnage des grandes plaines françaises, elles remontent à la période romaine. Et ce sont les grandes villas romaines dont on voit encore la trace quand on survole en petit avion de tourisme la Champagne, par exemple, ou la grande plaine de Brie et de Beauce, qui sont des grands territoires de culture intensive. Cette grande plaine, elle a été façonnée, comme son cadastre, par des fermiers romains
qui travaillaient pour eux, et qui exploitaient pour eux, c'est-à-dire des gens qui étaient véritablement à l'époque des capitalistes, au moins parce qu'ils avaient beaucoup de terrain à exploiter et pas mal d'hommes et de femmes à mettre au travail dedans, mais c'est leur travail qui a façonné la France. Et de la même façon, c'est l'exploitation des forêts, et en particulier des forêts royales, par des sylviculteurs délégués, qui a fait que la grande forêt de Fontainebleau, de Tronçais et d'ailleurs produit des chênes que viennent acheter actuellement dans les ventes publiques les Chinois les plus riches pour se faire des beaux meubles ou pour faire du bois d'œuvre en Chine. Donc il y a là, évidemment, dès que les hommes sont intéressés à ce type d'exploitation, il y a un changement complet de mode de gestion et la révélation de nouvelles ressources qui sont nées de l'initiative des gens qui ont construit les fermes, monté les fermes, eu l'idée d'améliorer l'agriculture, et la même chose d'ailleurs pour les grandes zones d'élevage. Donc je trouve que c'est important de souligner ça. L'agriculteur, l'innovateur agricole n'est pas l'ennemi de l'écologie. Il crée les conditions pour la continuité d'une campagne qui soit non seulement bonne, mais également belle. Alors, revenons sur l'écologie militante. Voilà, sur ma conclusion, on a peut-être encore 3 minutes. Les mots que nous avons mis comme codicile à ces 18 chapitres très différents les uns des autres, mais très complémentaires également les uns des autres. J'ai voulu revenir d'abord à une critique qui est une critique absolument essentielle de l'écologie punitive d'aujourd'hui, c'est finalement revenir à la critique de Rousseau, c'est-à-dire de cette idée que la société pervertit l'homme et que par conséquent le développement pervertit l'homme alors que l'homme serait bon en lui-même. Ce n'est pas tellement ça que je conteste, mais je conteste très profondément l'idée que l'idée et les faits sont de notre côté, que les hommes sont nécessairement pervers. Ce n'est pas vrai. Et en particulier, il est vrai que les entrepreneurs, de quelque nature qu'ils soient, ne sont pas des gens pervers, sont même d'une certaine façon plus altruistes que la plupart des salariés. Parce qu'ils ne travaillent pas seulement pour eux, ils travaillent en fait pour pouvoir donner du travail à d'autres et pour créer de la richesse, une richesse qui ensuite se distribue, ruisselle sur les tiers. Donc, il ne faut pas avoir honte d'être entrepreneur. Sans eux, on a une économie soviétique. Et l'économie soviétique, elle se termine avec la fin de la mer d'Aral, c'est-à-dire l'un des plus importants désastres écologiques qui a été créé par l'homme, pour ne rien dire de la catastrophe de Tchernobyl, qui ne se serait pas produite dans un pays occidental où il y a des droits de propriété et une responsabilité personnelle des gens qui gèrent les centrales nucléaires. D'ailleurs, on voit que le retour des troupes de Poutine à Tchernobyl est bien le symbole finalement d'une perversité profonde de ce type de personnage qui revient sur les lieux où il a eu son crime. C'est tout de même extraordinaire à dire. Alors pour conclure ces quelques mots, moi je suis persuadé qu'il faut, non pas que je ne refuse pas évidemment les responsabilités de puissance publique, en temps de paix et en temps de guerre, comme nous sommes un petit peu aujourd'hui, la puissance publique doit assumer d'une certaine façon la sauvegarde de la nation et si possible la cohésion de la nation et de sa population. Ça, c'est une responsabilité régalienne, c'est la responsabilité du chef d'État et de son gouvernement, c'est vrai. Et s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de police, et s'il n'y a pas de police, il n'y a pas de droit de propriété sérieux et respecté. Mais quand on commence à entrer dans le détail du travail sur le terrain, dans la culture de la terre, dans l'exploitation des ressources terriennes, dans la gestion des points d'eau, la gestion des fleuves et la production d'énergie, et ainsi de suite, s'il n'y a pas de droit de propriété, s'il n'y a pas d'entrepreneur, on est à peu près certain qu'on va vers la gabegie. Je donnerai comme exemple ce que sont les exploitations pétrolières dramatiquement infectes d'un pays comme le Nigeria, dans lequel tout fout le camp à l'eau pour se retrouver dans la mer. Parce que, au Nigeria, il y a un certain nombre d'endroits où les populations qui sont malheureusement maintenues dans un état de pauvreté invraisemblable va faire des trous dans les oléoducs
pour prendre un peu de pétrole qu'ils distillent ensuite dans des petites officines dont une fois sur deux, les propriétaires ou les opérateurs décèdent ou par brûlure ou par la brûlure de leurs poumons par les vapeurs de pétrole. Donc là, c'est le désordre, il n'y a pas d'ordre public, ça ne marche pas. Mais par contre, s'il n'y avait pas dans le temps la Shell et puis Total et puis quelques autres British Petroleum pour exploiter les ressources pétrolières au Nigeria, eh ben, plus rien n'existerait dans ce pays qui a aujourd'hui environ 250 millions d'habitants, le plus gros pays d'Afrique. Donc voilà où nous en sommes. Nous sommes très persuadés que les entrepreneurs sont nécessaires pour exploiter la terre, dans l'ensemble, ils ne la pourrissent pas, mais ils contribuent à l'entretenir et à la rendre utile aux hommes pour qu'un plus grand nombre d'hommes puissent vivre décemment partout à travers la planète. C'est ça notre espoir. Et quand on voit qu'aujourd'hui, sous prétexte de protection de la nature, on interdit dans les pays où il y a des ressources d'eau absolument gigantesques, le bassin du Congo par exemple, on interdit de construire de nouveaux barrages, on interdit donc à ces populations d'avoir de l'énergie électrique qui est juste un produit de leur situation géographique et de la géographie du monde dans lequel ils vivent, c'est quand même extraordinaire et c'est vraiment le déni du désir de travailler pour autrui et de laisser autrui se développer par ses propres moyens. Donc, voilà, très bien. Merci Jean-Pierre. C'est malheureusement tout le temps que nous avons. Oui. Alors je rappelle que nous étions avec Jean-Pierre Chamou qui coordonne avec Max Falk et Erwan Keinec le livre « Écologie, la nature a besoin d'entrepreneurs » avec la contribution et l'expertise de Pierre Desrochers qu'on remercie aussi. Donc, merci Pierre beaucoup. Et à très bientôt. Oui, merci, à très bientôt, bien sûr. Merci Pierre, merci Jean-Pierre. Et donc, je vous rappelle le nom, donc Écologie, la nature a besoin d'entrepreneurs aux éditions Liberté numérique. Merci, messieurs, dames. Merci pour votre invitation. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Au revoir Pierre, au revoir Jean-Pierre.